l'écosystème du dirigeant pour traiter ce thème. Il y a les aléas sont évidemment recensés, divorce, décès, incapacité du dirigeant. Et à travers ces aléas, il faudra toujours avoir à l'esprit qu'autour du dirigeant d'entreprise, il y a sa famille, ses proches, donc son contexte familial, son patrimoine privé et évidemment son patrimoine professionnel qui est généralement constitué de son entreprise ou de ses holdings. Aujourd'hui, je vais donc aborder ce sujet autour du patrimoine professionnel du dirigeant et plus particulièrement à travers les enjeux qui sont liés à la propriété des titres sociaux et à la gouvernance au sein de l'entreprise. Tout d'abord, parlons de la propriété des titres sociaux. Cela fait référence à la détention des parts sociales ou actions de l'entreprise, sachant que ce n'est pas seulement une question financière et une valeur patrimoniale, mais c'est également lié à la capacité du dirigeant à influencer la direction de l'entreprise, notamment à travers son droit de vote grâce à ces titres. En cas de décès plus particulièrement, la transmission de la propriété de ces titres est un point crucial, qui évidemment ne posera pas le même problème en cas d'incapacité. Le second angle qui sera abordé en filigrane de tous mes propos concerne la transmission et la transition de la gouvernance de l'entreprise. Il est donc essentiel de ne pas seulement transmettre les titres sociaux, mais également de prévoir comment la direction opérationnelle et financière sera assurée après le décès du dirigeant, que ce soit en raison d'un décès prématuré, d'une incapacité ou une autre raison. Alors, le risque en cas de décès, c'est le risque inopiné du dirigeant et évidemment non préparé, ce qui concrètement peut conduire à un éclatement des prérogatives décisionnelles et financières sur l'entreprise. Prenons un exemple d'un schéma familial classique pour illustrer le propos. Un chef d'entreprise marié sous un régime de séparation de biens, avec 2 enfants mineurs, dont l'un issu de sa première union et l'autre issu de son union avec son conjoint survivant, et qui n'a absolument rien anticipé, sauf une donation entre époux. Le premier risque est lié au démembrement de titres sociaux. Alors, en présence d'un conjoint survivant, les titres sociaux du chef d'entreprise décédé pourront être transmis dans sa succession sous la forme ce qu'on appelle démembrée, si le conjoint opte pour l'usufruit. C'est-à-dire que les titres sociaux seront divisés en 2 catégories. Le conjoint recueillera l'usufruit des titres sociaux, tandis que les enfants recueilleront la nue propriété des titres sociaux. L'usufruitier y détient le droit de jouir des titres, c'est-à-dire de percevoir les dividendes et certains autres droits de vote dont on va voir les attributions en fonction de ce démembrement. Tandis que le nu propriétaire, lui, il va conserver la propriété des titres sans en percevoir les fruits. Alors, ce démembrement, évidemment, a un impact sur les qualités et les prérogatives et les pouvoirs de chacun des usufruitiers et du nu propriétaire. Alors, qui a quoi ? L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé, car il n'est pas considéré comme un apporteur par la jurisprudence. Seul le nu propriétaire a la qualité d'associé. Une fois qu'on a dit ça, le plus important, finalement, c'est de savoir qui a le droit de vote et qui a le droit au résultat. Alors, ce qu'il faut savoir concernant le droit de vote, c'est qu'il y a vraiment une liberté conventionnelle statutaire pour étendre ou restreindre les droits de vote. Mais attention, il existe une limite pour l'usufruitier notamment, selon laquelle il ne peut être privé de son droit à voter l'affectation des bénéfices. Et pour le nu propriétaire, il y a aussi une limite. En sa qualité d'associé, il doit participer absolument aux assemblées générales, même s'il ne vote pas. Alors, en conclusion, on peut dire que l'usufruitier dispose de tous les droits de vote, sous réserve de respecter son droit de participation du nu propriétaire et même de lui laisser un droit sur la substance, par exemple, liée à une augmentation de capital ou à une réduction de capital. Et le nu propriétaire, il peut également disposer conventionnellement de tous les droits de vote, sous réserve du droit lié à l'affectation des résultats qui ne peut absolument que relever du droit de l'usufruitier. Alors, qui a le droit aux bénéfices ? Il y a 2 affectations possibles, comme vous savez, soit distribuées sous la forme de dividendes,
soit des mises en réserve. Alors, concernant les dividendes, il y a encore 2 sous-catégories. Il y a tous les résultats courants. Ceux-là, ils reviennent à l'usufruitier. Les résultats exceptionnels, qui sont liés par exemple à la vente d'un actif, eux reviennent également à l'usufruitier en l'absence de dispositions statutaires contraires. Mais il est possible évidemment de prévoir une répartition complètement différente en prévoyant que ce droit revient au nu propriétaire, soit en partageant les sommes en considérant la valeur fiscale des droits de chacun, de l'usufruitier et du nu propriétaire, soit sous la forme d'un quasi-usufruit. Alors le quasi-usufruit, c'est un concept assez étonnant, c'est-à-dire que en fait, ça permet d'attribuer 100% de la somme à l'usufruitier et ce dernier aura une dette successorale envers le nu propriétaire à sa succession. Quant aux réserves distribuées, en fait, elles reviennent aujourd'hui. Sans rentrer dans les subtilités, il y a une petite divergence de position entre la jurisprudence de la Cour de la Chambre commerciale et la Cour de cassation civile. Mais on peut dire que les sommes issues des réserves distribuées reviennent à l'usufruitier sous réserve au titre d'un quasi-usufruit, donc avec une dette successorale à sa succession. Alors pour résoudre ces sujets de divergence, ce qu'il faut savoir et ce qui est recommandé quand on a ce genre de sujet à anticiper, c'est de prévoir un aménagement spécifique et conventionnel des statuts, justement quant au sort de ces distributions de réserves. Alors le deuxième risque, c'est de subir une indivision des titres sociaux. Donc toujours dans mon exemple, à défaut de clause d'agrément et en présence d'un conjoint survivant, les titres sociaux du chef d'entreprise pourront être transmis à sa succession sous la forme d'une indivision. C'est-à-dire que les titres sociaux seront détenus en indivision entre le conjoint survivant et chacun des enfants qui détiendront chaque titre pour un tiers en pleine propriété chacun. Alors évidemment, ça a un impact sur le droit de vote qui est lié aux titres sociaux détenus en indivision. Et pour ça, il n'est pas possible pour chacun d'entre eux de voter au terme des assemblées générales collectivement pour leur quote-part. Il va falloir nommer un représentant unique de l'indivision successorale qui doit nécessairement être nommé parmi les héritiers ou en dehors d'eux. Alors, la difficulté, c'est lorsqu'il y a un désaccord, un conflit successoral, sur la désignation du représentant, il est possible de saisir le tribunal pour nommer justement un représentant de l'indivision et permettre le vote, d'exercer le droit de vote. Donc, s'agissant de l'étendue des pouvoirs de l'indivisaire, enfin du mandataire de l'indivision, en fait, il aura un mandat de gestion, donc plutôt de voter des décisions de nature administrative, des pouvoirs de gestion. Attention, il n'aura pas de pouvoir concernant la disposition des titres. Il faudra à ce moment-là que la règle de l'unanimité s'applique ou qu'il y ait un pouvoir spécifique pour chaque cas. Un autre risque en cas d'absence d'anticipation est le risque d'avoir parmi les héritiers un héritier mineur qui sera détenteur des titres sociaux. Donc si on reprend notre exemple du chef d'entreprise, mais cette fois-ci qui est divorcé des deux mères de ses 2 enfants mineurs, ces titres sociaux seront transmis à chacun de ces 2 enfants mineurs. Et les 2 enfants, alors héritiers mineurs, ils seront donc placés sous ce qu'on appelle le régime de l'administration légale de leur mère respective. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y aura deux mères différentes pour exercer le droit de vote au titre des assemblées générales. Donc, logiquement, la transmission des titres sociaux à chacun des 2 enfants mineurs impliquera donc l'existence d'un droit de vote par le second parent survivant et surtout l'intervention d'un juge des contentieux de la protection en présence d'un conflit d'intérêts ou de décision de vote assimilée à des actes de disposition. Alors, quelle représentation pour le droit de vote en assemblée générale au nom du mineur? Alors, généralement, les statuts, ils organisent... Excusez-moi parce que j'ai pas...
Si, c'est ça. En général, les statuts, effectivement, organisent les pouvoirs de façon à donner tout pouvoir au gérant. Donc là, si on parle de la succession du gérant, on va être embêté. Sauf si on a prévu un gérant successif. Mais en présence d'un mineur, il faudra bien, si le mineur doit être représenté au terme des assemblées générales, il faudra distinguer les décisions collectives qui relèvent de la catégorie de ce qu'on appelle les actes d'administration et ceux qui relèvent de la catégorie des actes de disposition pour définir en fait si le parent survivant qui représente l'héritier mineur peut voter seul ou a besoin d'une autorisation du juge des tutelles, enfin ancien juge des tutelles. Alors, l'administrateur légal unique peut donc effectuer pour le compte du mineur des actes de disposition, ça c'est la règle, sauf pour certains actes limitativement énumérés par la loi, et notamment il s'agit d'apporter un immeuble en société, contracter un emprunt, vendre un immeuble. Donc là, il y aura toujours l'autorisation du juge qui sera nécessaire. Et il faudra également prêter attention au conflit d'intérêts, parce qu'en effet, on peut se demander si l'administrateur légal est également le gérant, il n'y aura pas conflit d'intérêts entre lui et l'associé mineur. Alors comment on résout ce sujet ? Le principe, c'est qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts dès lors qu'évidemment le mineur et son représentant légal ont des intérêts communs, voire concordants. Et évidemment, si la décision est conforme à l'objet social et qu'on peut évidemment considérer que l'affectio societatis neutralise l'opposition d'intérêts. Alors, on a une contrainte qui s'appelle la réserve héréditaire. Je vais vous l'illustrer pour que vous compreniez bien l'enjeu. Donc, imaginons un chef d'entreprise qui a 2 enfants et qui prévoit par testament, sans avoir consulté de notaire, que la société ou les titres sociaux reviennent en totalité à un de ses 2 enfants, et dont repreneur. Il ne détient rien d'autre. Alors, il existe une limite législative qui est liée à l'existence de cette part successorale qui est réservée aux enfants, c'est-à-dire un minimum qui doit revenir à ses héritiers parce qu'ils sont protégés par la loi et qui sont calculés sur son patrimoine. Là, vous voyez à peu près les schémas en fonction du nombre d'enfants que laisse la personne décédée, le dirigeant d'entreprise en l'occurrence. Donc, il faut que l'enfant, s'il y a un enfant, il reçoive un minimum la moitié du patrimoine. S'il y a 2 enfants, il faut que chacun des enfants reçoive un minimum d'un tiers. S'il y a 3 enfants ou plus, il faut que les enfants se répartissent et reçoivent les 3/4 à diviser en nombre d'enfants au-delà de 3. Alors, dans notre cas, et en présence de 2 enfants du dirigeant, alors l'enfant qui reçoit, par exemple, je vous ai mis un exemple, qui reçoit 100% de l'entreprise, devra indemniser son frère ou sa sœur à concurrence de 33% de la valeur de l'entreprise. Donc, ce qui peut conduire l'héritier repreneur à devoir céder une partie de la société pour indemniser l'autre, héritier qui est non repreneur, ou encore de devoir lui transmettre une partie des titres sociaux et ainsi le faire entrer dans la société, ce qui peut ne pas être opportun et complètement contraire à l'intérêt de l'entreprise. Donc c'est un enjeu qu'il faut anticiper. Alors évidemment, en cas de décès inopiné non préparé, il y a le risque fiscal, l'absence d'anticipation. Donc juste pour vous rappeler rapidement comment est fiscalisé les droits de donation et les droits de succession, donc la transmission de titres sociaux, et notamment en cas de succession. Il y a un abattement sur le montant de l'assiette des biens transmis, un abattement qui s'applique par enfant par parent, par exemple, de 100 000 €. Et au-delà, il y a une fiscalité sur chaque part qui est proportionnelle, qui va de 5 à 45%. Donc, en gros, il y a quand même une petite partie qui va jusqu'à 15%, jusqu'à hauteur de 15 000. Au-delà, on est dans la tranche à 20%. C'est-à-dire qu'il y a environ jusqu'à 552 000, on est à 20%. Au-delà de 900 000 €, en dessous de 900 000 €, on est à 30%. Et au-delà, 40%. Et au-delà de 1 800 000, on est taxé, enfin, les enfants seront taxés à 45%.
Et je vous rappelle qu'il y a aussi les abattements et cette fiscalité, en fait, elle se reconstitue à l'heure actuelle tous les 15 ans. Donc, c'est-à-dire que si des donations sont prévues, il y aura une comptabilité, un rappel qui devra être étudié en considération de tous les 15 ans. Ces abattements et cette taxation se régénèrent. Sinon, dès lors qu'une donation est réalisée, par exemple en 2024, que les abattements et que la donation a donné lieu à une taxation à 20%, si une donation a lieu en 2025, on reprendra dès le premier euro à 20% jusqu'aux tranches au-dessus. Et ça dure pendant une période de 15 ans. Alors, pour vous illustrer le propos, je vous propose de regarder un petit exemple donc à gauche, une succession sans anticipation de donation et à droite, si une donation a été envisagée en démembrement. Alors, sachant que la transmission en démembrement, on vient d'en parler, c'est le fait de transmettre la nue propriété d'un bien avec le donateur qui se réserve l'usufruit sa vie durant, ce qui permet d'appliquer une décote sur la partie, je vous remets ce qui permet d'appliquer une décote sur la partie transmise en nue propriété et qui est fonction de l'âge de l'usufruitier au moment où il fait sa transmission. Donc vous voyez, vous avez à droite, un barème où on voit que la valeur de l'usufruit, quand on est dans la tranche entre 41 et 50%, vaut 60% de la pleine propriété, ce qui veut dire que si on transmet la nue propriété, elle sera valorisée à 40% de la pleine propriété. Et ce barème évolue tous les 10 ans. Et évidemment, la valeur de l'usufruit est calculée sur la valeur de l'espérance de vie. Et donc, elle est réduite avec le temps passé. Donc, plus on donne tard, plus la valeur de la nue propriété transmise est importante. Alors, pour illustrer l'exemple, prenons l'exemple d'une entreprise en cas de succession qui doit être transmise à 2 enfants, qui vaut 2 millions. Chaque enfant reçoit la moitié de l'entreprise, 1 million. Il y a l'abattement légal par enfant de 100 000 euros qui n'a pas été utilisé au moment de la succession, puisque pas de donation depuis moins de 15 ans. Une assiette taxable de 900 000 euros. Et là, on a un taux de 30% qui s'applique sur 900 000 euros avec un retraitement des tranches inférieures, ce qui donne pour chacun des enfants 212 962 euros, ce qui fait que les droits de succession à verser dans les 6 mois du décès s'élèveront à 425 924 euros. Si une donation est envisagée, anticipée, et que le donateur a 70 ans, son usufruit, il retient son usufruit sa vie durant, il sera estimé à 40% de la pleine propriété, ce qui fait qu'on va pouvoir retraiter cette décote et que la valeur de la nue propriété transmise, vous voyez, au lieu que ce soit 1 million, c'est 600 000 euros. On va à nouveau déduire l'abattement. Et là, l'assiette taxable, versus 900 000, elle est de 500 000 euros par enfant. Et là, on est dans une tranche inférieure à 20%. Et vous voyez que le montant des droits est de 98 000 euros par enfant, ce qui fait que les droits de donation s'élèvent à 196 388 euros. Et donc, au décès, les enfants deviennent pleins propriétaires par extinction de l'usufruit sans fiscalité. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ce sujet est un peu regardé par Bercy. C'est un mécanisme pour lequel Bercy revient constamment. Donc, il faut faire attention à ces schémas d'optimisation à suivre avec l'actualité. Mais en tout cas, en l'état aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire sur la donation démembrée. Voilà, et très rapidement, on peut également recenser 2 risques liés à un décès non préparé, en particulier dans le contexte de la gestion de l'entreprise. Tout d'abord, les héritiers pourraient se trouver dans la situation, ils n'ont aucune compétence, aucune aptitude de voter ou diriger ou gérer la société. Donc ça signifie qu'en cas de décès, il peut y avoir une absence totale de leadership, de pouvoir décisionnel, et ce qui peut se constituer un frein pour la société. Et pareil, si un gérant majoritaire décède et qu'il rien n'a été prévu, il ne pourra plus convoquer l'Assemblée générale, aura des conséquences significatives sur le fonctionnement de l'entreprise, ce qui pourra enclencher de sérieuses difficultés.
Alors, quels sont les outils de protection en cas de décès? Tout d'abord, nous avons le choix d'un régime matrimonial, donc qui est une décision cruciale parce que ça va influencer significativement les droits et les responsabilités des époux durant leur union. Le régime matrimonial, c'est quoi? C'est le choix du régime des biens du dirigeant et de son épouse pendant l'union. Il va donc établir les règles de propriété qui déterminent en fait les questions relatives à qui possède quel bien et qui a le pouvoir d'administrer, vendre ou disposer des biens. En plus, il définit les implications financières en cas de défaillance des époux dans le remboursement des dettes et précise bien évidemment les biens qui peuvent être saisis par les créanciers de l'autre. Et à la dissolution du mariage, que ce soit par décès, divorce ou divorce, le régime matrimonial détermine également la répartition des biens entre les époux. Voilà. Et donc, on a plusieurs exemples de régimes matrimoniaux. La communauté légale, à défaut d'avoir prévu un contrat de mariage, la séparation de biens, qui est quand même le régime matrimonial du dirigeant d'entreprise, normalement, parce que c'est celui qui est le plus protecteur. La communauté augmentée, communauté universelle, c'est-à-dire que tout est commun, tout appartient aux deux époux. Et la participation aux acquêts, qui est un régime hybride emprunt aux règles de la communauté de la séparation de biens. Séparation de biens parce que pendant l'union, il y a une séparation des patrimoines et pour éviter justement le gage des créanciers et que les créanciers aillent saisir les biens de l'autre, mais avec la possibilité de faire un calcul de l'enrichissement, de mutualiser l'enrichissement entre les dirigeants, enfin entre le dirigeant et son épouse. Alors c'est essentiel de choisir un régime matrimonial adapté. Mais ce régime, il est assez évident en séparation de biens pour le dirigeant d'entreprise, mais il n'est quand même pas tout à fait très protecteur en matière successorale pour le conjoint survivant. Et donc, il est possible de choisir un régime hybride ou des régimes hybrides en protégeant le conjoint survivant avec des aménagements qui vont permettre d'augmenter la protection du conjoint. Et c'est ici qu'interviennent ce qu'on appelle les avantages matrimoniaux. Ces dispositions, elles permettent d'apporter une garantie supplémentaire au conjoint du dirigeant, fixant le sort par avance des biens communs ou de la société d'acquet au décès. Donc, parmi les avantages matrimoniaux, on peut recenser notamment l'attribution intégrale des biens communs ou de la société d'acquet au conjoint survivant en cas de décès, une clause, ce qu'on appelle de préciput, une sorte de prélèvement qui va permettre au conjoint survivant de prélever avant tout partage et pour éviter d'être en indivision des biens et pour en être 100% plein propriétaire et hors les règles successorales. Ça, c'est important. Et également des clauses de partage inégal. Concrètement, ça permet de définir une répartition des biens communs différentes. Normalement, c'est 50-50 les biens communs entre les époux. Mais là, il est possible de prévoir une répartition inégalitaire pour justement sortir de 50-50. Alors, pour vous donner un exemple, un dirigeant d'entreprise marié sous la séparation de biens, il souhaite rester propriétaire de l'ensemble de ses actifs professionnels. Il souhaite offrir une certaine sécurité à sa femme et en cas de décès sur le logement de famille. Ils ont 2 enfants majeurs. Pour cela, les époux optent pour l'adjonction d'une société d'acquet à leur régime de séparation de biens pour constituer une poche commune et dans laquelle l'époux va décider d'apporter le logement de famille parce que c'est lui qui en est plein propriétaire. Premier avantage, l'apport à la société d'acquet va permettre de rendre madame en quelque sorte propriétaire 50-50 du bien, alors que versus elle n'était pas propriétaire. Et pour renforcer davantage cette protection, il sera possible d'inclure donc cette fameuse clause de préciput ou une attribution intégrale dans le contrat de mariage pour permettre justement qu'au pré-décès de gens et inversement d'ailleurs, de prélever 100% de la pleine propriété du logement familial sans devoir partager avec les enfants et en plus de ses droits successoraux. Alors, également 2 outils, évidemment, de protection des enfants du dirigeant. La donation et le testament sont 2 outils de planification successorale qui permettent en fait de transmettre du patrimoine. Alors, la donation, elle permet de transmettre
du vivant du dirigeant, tandis que le testament, lui, va organiser la répartition des biens à compter du décès. Ces deux leviers de transmission permettent de transmettre et surtout de prévoir une répartition volontaire du patrimoine, et notamment par rapport à des titres ou des actions à qui sont dévolues les parts entre ses enfants. Et ainsi échapper, comme je vous l'ai dit, aux aléas de l'indivision et du démembrement. Les deux outils peuvent bien évidemment se combiner. On peut imaginer un dirigeant qui planifie sa succession en prévoyant temps 1 de réaliser une donation, partage d'une partie de ses titres à sa fille qui va reprendre l'entreprise, tandis que son fils comédien, lui, recevra la partie des biens immobiliers. Temps 2, pour des raisons de trésorerie, d'optimisation et de financement des droits de succession, le dirigeant prévoit de réaliser une deuxième donation, mais dans 15 ans, parce qu'il n'a pas envie de payer trop. Je vous ai expliqué cette histoire de 15 ans. Et pour transmettre le surplus des titres qui lui restera et les autres à sa fille et le reste des biens immobiliers à son fils. Dans l'intervalle, il devra prévoir évidemment un testament, parce que pour se prémunir de son prédécès avant la planification de la donation 2 dans les 15 ans, et évidemment afin que les prévisions ne soient pas déjouées. Voilà, il y a plusieurs formes de testament et de donation qui sont un peu en fonction du contexte familial, la volonté par exemple d'intégrer la génération d'après, les petits-enfants, la sécurité juridique justement pour renoncer par exemple et sécuriser le sujet de la réserve héréditaire. Et éventuellement de son exportation à l'étranger, par exemple en présence d'un patrimoine avec des actifs mondiaux. Et là, je fais référence à un testament international, par exemple. Voilà. Alors, je vous ai parlé du sujet des mineurs tout à l'heure, avec le sujet de la problématique du droit de vote et la limite quant au pouvoir et aux décisions qui pourraient être analysées comme des actes de disposition et qui nécessitent l'autorisation du juge. Pour ça, il y a un outil de protection des mineurs qui s'appelle la désignation d'un tiers administrateur. La désignation d'un tiers administrateur au bien légué, en fait, ou donné d'ailleurs, on peut l'utiliser tant dans un testament que dans une donation, permet de désigner un tiers de confiance, tiers aux parents, tiers au représentant légal, qui lui aura des pouvoirs étendus et qui pourra justement disposer des biens, puisque le dirigeant d'entreprise qui aura organisé ça pourra permettre qu'en cas de minorité des enfants, le tiers administrateur aura la faculté de disposer, de voter des décisions relatives assimilées à des actes de disposition. Et ça évite de faire appel au juge des tutelles. Voilà. Alors là, on a un autre outil de protection de l'enfant repreneur. Alors, anticiper la transmission permet surtout de désigner de son vivant les repreneurs de la société parmi ses héritiers. Et le cas échéant de prévoir des stratégies de transmission permettant d'attribuer uniquement des titres sociaux à l'enfant repreneur, tout en maintenant une stricte égalité avec ses cohéritiers non repreneurs, grâce à des montages bénéficiant d'un cadre civil, fiscal et optimisé tel que le Family Buyout, FBO. Donc c'est une technique de stratégie intrafamiliale qui associe 3 mécanismes. La conclusion d'un pacte du trade, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est un dispositif fiscal qui permet de transmettre à moindre coût. Une donation-partage portant sur les titres sociaux aux enfants repreneurs, moyennant le paiement d'une soulte aux enfants non repreneurs, suivi d'un apport mixte à une holding dédiée. Alors, prenons l'exemple de Pierre, chef d'entreprise qui souhaite transmettre son entreprise à sa fille Marie. Temps 1, il va établir une donation-partage. Marie est redevable d'une soulte des titres de la société à son frère Pierre, qui devra être est redevable d'une soulte. Temps 2, Marie constitue une société holding de reprise. Elle va apporter ses titres à cette holding de reprise à titre pur et simple à hauteur des droits dans sa donation partage et à titre onéreux à hauteur du montant de la soulte qu'elle doit aux héritiers non repreneurs. À ce moment-là, la société holding va pouvoir, par effet de levier, contracter un emprunt auprès d'une banque pour justement
racheter éventuellement les titres du donateur qui n'ont pas fait l'objet de la donation, mais également le financement de la soulte qui est due à Pierre. Voilà. L'avantage de ce schéma permet de bénéficier évidemment de leviers juridiques, financiers et fiscaux importants. Levier juridique, l'enfant repreneur peut détenir indirectement le contrôle de la société opérationnelle dès lors que cette dernière est associée à hauteur d'au moins 50%. Et ça permet de garantir le maintien de l'égalité préservée entre les enfants. Un effet de levier financier, eu égard à la capacité d'endettement de la société holding, confortée par des analyses financières préalables. Et celle-ci prend en charge le paiement de la soulte qui incombait initialement à l'enfant repreneur et en fait qui est financé par le prêt et avec évidemment une possibilité normalement de déduire des intérêts sous certaines conditions. Et concernant le levier fiscal, ça va permettre aussi à la société holding soumise à l'impôt sur les sociétés dès lors que la filiale est soumise à l'impôt sur les sociétés, de bénéficier du régime favorable mère-fille pour faire la remontée de dividendes suivant un régime fiscal allégé. Alors, je vous avais fait un deuxième schéma, mais le temps presse et j'avance. Concernant les outils de protection, évidemment, outils de protection de l'entreprise, protection contre l'entrée d'associés non souhaités par la mise en place dans les statuts de clauses d'agrément et de préemption pour les associés qui sont déjà en place, de clauses d'agrément pour limiter l'entrée automatique sans agrément des héritiers et ou du conjoint survivant, contre évidemment le blocage de minorité, de majorité lorsqu'il faudrait envisager une cession, un rachat post-succession en établissant des pactes extrastatutaires de rachat et de sortie conjointe qui organisent les modalités de reprise et évidemment des pactes de préférence. Et évidemment des aménagements statutaires et extrastatutaires pour mettre en place des mécanismes de gouvernance sur mesure et notamment la nomination d'un nouveau mandataire, mandataire social, très important. Alors, également, un autre outil qui s'offre aux dirigeants d'entreprise, c'est le mandat effet posthume, qui est un mandat qui permet de prévoir en fait, l'administration et la gestion de ses biens, les biens de sa succession, pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés, et qui ne prendra effet qu'au jour de son décès. En fait, c'est un mandat qui sera mis en place à compter du décès, un mandat de gestion. Et ce qui est important, c'est quand il est préparé en amont, il faut qu'il soit justifié par un intérêt légitime et sérieux, notamment en raison de l'inaptitude des héritiers à administrer, à gérer eux-mêmes le patrimoine professionnel. Et donc, dans ce cas-là, la gestion est confiée à un mandataire qui est choisi par le dirigeant d'entreprise. Il y a des pouvoirs plus ou moins étendus à compter de l'acceptation de la succession, notamment concernant les actes conservatoires. En fait, il a des pouvoirs d'actes conservatoires concernant les titres sociaux et les droits de vote, par exemple, recouvrer les distributions de dividendes. Donc ça, il peut le faire. Accomplir les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité. Mettre en œuvre les décisions d'administration ou de disposition engagées par le mandant et nécessaires au bon fonctionnement de la société. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mandataire ne peut pas être investi d'un pouvoir de disposition. Par exemple, il ne pourra pas seul décider la cession des actions, y compris pour le paiement des droits de succession, ni décider de céder l'entreprise. Il faut... et là, dans ce mandat, ce qui est important, c'est que le droit de vote, il reste attaché à la qualité d'associé. Et par conséquent, le mandataire, il dispose en principe pas du droit de vote, sauf s'il est lui-même associé. Donc, il faut quand même réfléchir à cette mécanique. Quand on nomme un mandat, il faut vraiment que ça s'articule et que ça se combine avec les statuts pour que ce soit efficace. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le mandataire désigné par le chef d'entreprise représente donc les héritiers. Il gère l'entreprise pour leur compte, mais il ne sera pas responsable des dettes d'exploitation.
et c'est les héritiers qui supporteront la fiscalité et les dettes de l'entreprise. La question qui se pose, c'est est-ce que le mandataire il peut se faire confier directement la direction d'une société? Alors, il ne peut pas. En revanche, il peut confier au mandataire l'exercice du droit de vote. Mais le mandat combiné avec des mécaniques et d'autres mécanismes tels que fiducie pourra lui permettre de prendre la direction de la société. En fait, il faut quand même partir du principe que ce mandat, il a aussi une limite. Même s'il est quand même très utile, il faut qu'il soit couplé avec d'autres mécanismes pour qu'il soit efficace. Parce qu'il y aura quand même, avant que le mandataire ne devienne dirigeant, il faudra quand même qu'il y ait sa nomination, enfin que les dirigeants successifs, tout soit organisé en amont. Alors, je vais vous parler rapidement du pacte Dutreil, qui est un dispositif fiscal favorable pour la transmission d'une entreprise familiale à l'occasion d'une donation d'une succession. En fait, il permet d'appliquer une exonération des droits de mutation à titre gratuit sous certaines conditions, réduisant ainsi la charge fiscale. Alors, pour avoir une vue d'ensemble, pour bénéficier de cette exonération, il doit y avoir des engagements de conservation et de concentration des titres qui doivent être pris et respectés pour une durée minimale, sous réserve de remettre en cause l'exonération. D'abord, il y a un engagement collectif, étape 1, qui doit être pris sur les titres sociaux, et par une majorité des associés représentant au moins 34% des droits de vote et 17% des droits financiers quand il s'agit d'une société non cotée. Si elle est cotée, le seuil est abaissé à 10 et 20. Ensuite, il y a donc cet engagement collectif, il a une durée minimale de 2 ans. Il faut conserver les titres pendant 2 ans. Ensuite, il y a étape 2, à compter de la transmission à titre gratuit, donc par donation et succession. Il y a les donataires qui reçoivent, ou les héritiers qui reçoivent les titres, s'engagent, eux, individuellement, à conserver les titres pendant un délai supplémentaire de 4 ans à compter de la transmission. Donc en fait, quand vous calculez et faites la computation des délais, il y a 6 ans où il ne peut pas être fait d'opérations remettant en cause ce dispositif. C'est très important. Et il y a évidemment une obligation d'exercice d'une fonction de direction par l'un des signataires de l'engagement collectif, ce qu'on appelle le pacte Dutreil, pendant la durée de l'engagement, et 3 ans à compter de la transmission. Le non-respect de ces engagements entraîne la remise en cause du dispositif. Alors, concernant l'activité de l'entreprise, il faut que ce soit une activité éligible à ce dispositif, autrement dit une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de patrimoine, ou être qualifiée de holding animatrice. Ça fait beaucoup coller d'encre ces dernières années. La portée de l'avantage fiscal, c'est de transmettre l'entreprise avec une exonération de 75% sur la valeur des titres. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, ça veut dire que la valeur de la société est transmise au repreneur avec 25% de sa valeur en pleine propriété. Je vais vous faire un petit... Alors, le temps presse. Je vous fais un petit comparatif fiscal de calcul. Donc, toujours pareil, une société qui vaut 2 millions, sans pacte Dutreil. Bon, les droits, c'est les mêmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure, 425 924. Si on a le pacte Dutreil, tout de suite, l'exonération, il y a un abattement de 750 000 euros. Donc, vous voyez, les droits de 56 388 euros versus 425 euros, il n'y a pas photo. Ensuite, des outils assurantiels en cas de décès ou incapacité pour protéger l'entreprise et les proches. Il y a 3 types d'assurances. L'assurance somme clé, qui va être une assurance qui a fonds perdu, mais qui garantit l'entreprise en fait contre un décès prématuré ou une incapacité du dirigeant, notamment pour compenser les pertes pécuniaires suite à l'absence du dirigeant. Faire face à la baisse du chiffre d'affaires, engager des frais de formation d'un nouveau dirigeant.
Les primes versées au titre de cette assurance sont des charges d'exploitation et les indemnités versées seront comprises dans le résultat fiscal de la société. L'assurance vie, elle a un autre rôle. Ça peut être un outil d'épargne. C'est un placement en fait pour le dirigeant d'entreprise, donc c'est un placement pour lui de son vivant, mais c'est aussi en cas de dénouement un capital qui va être versé suivant une fiscalité dérogatoire au droit de succession au profit des bénéficiaires. Alors ça c'est intéressant d'une part, mais ce qui est intéressant c'est que ça peut permettre, l'assurance vie elle peut permettre justement d'être organisée pour payer par exemple l'indemnisation à donner à l'autre enfant qui n'est pas repreneur, ça c'est une chose, pour payer les droits de succession. Il y a tout un tas de stratégies qui permettent de loger et de faire un investissement qui va être dédié et prévu en vue de la stratégie et de la planification successorale. Enfin, l'assurance décès et prévoyance, ça c'est un outil de protection du dirigeant et de son conjoint, de ses proches et de ses enfants en cas d'accident de la vie et justement pour couvrir le risque. Et ça, c'est pendant l'activité du dirigeant et qui est à fond perdu. Donc, ça ne permet pas de constituer un capital, mais ça permet de prémunir le risque d'un décès prématuré, la perte financière pour les proches et les enfants qui sont encore jeunes, qui doivent encore être éduqués. Donc, ça, c'est un autre outil qui est assez important pour le dirigeant d'entreprise pour protéger ses proches. Il reste très peu de temps. Je vous explique rapidement. Donc, en cas d'incapacité, en fait, c'est un peu du dirigeant. C'est surtout sur la gestion des titres et des droits de vote qu'il faut s'organiser, de la gouvernance, pour évacuer les sujets de régime de protection légale qui pourraient s'appliquer, notamment si un dirigeant devient incapable et doit être mis sous une protection, une tutelle, un régime organisé par la loi. Et également en termes de pertes financières pour l'entreprise et ses proches, il y a quand même un risque à pallier. Alors quels outils ? Il y a un autre mandat, c'est le deuxième mandat, c'est le mandat de protection future. Donc celui-là, c'est un mandat qui permet aux dirigeants d'entreprise ou toute personne physique d'ailleurs, pas que le dirigeant d'entreprise, qui va organiser par avance sa protection en cas d'incapacité, altération de ses facultés mentales, accident qui ne lui permet plus de s'exprimer. C'est en général pris dans l'intérêt, alors pour le patrimoine professionnel, pour le patrimoine personnel, des règles de gestion du patrimoine, et aussi tous les sujets relatifs à la personne. Quand on est en fin de vie, les dispositions à prendre. Donc il y a un tas de règles qui permettent de suppléer la loi et de faire un choix stratégique sur ce qu'on veut. L'intérêt surtout de ce mandat de protection future, c'est qu'il est mis en place. C'est qu'il est mis en place. Alors, il peut être fait par acte sous seing privé ou par acte notarié, mais l'avantage de l'acte notarié, c'est qu'il va permettre d'étendre et de donner vraiment jusqu'au pouvoir de disposition du mandataire. Le mandataire pourra avoir un pouvoir de disposition sur les actifs et il pourra vendre les titres sociaux, les actifs immobiliers, sans avoir à demander une autorisation du juge des tutelles. Voilà. C'est un acte qui peut être vraiment fait, on peut vraiment faire du sur-mesure, c'est vraiment au choix et en fonction de la stratégie de la personne ou du dirigeant d'entreprise. Et donc, il nomme un mandataire qui peut choisir parmi plusieurs personnes. Ça peut être une personne physique, il peut y avoir plusieurs mandataires qui ont des attributs et des missions différentes. L'un pour la gestion du patrimoine professionnel, l'un pour la gestion du patrimoine privé, l'autre pour la protection de la personne, c'est-à-dire le choix de lieu, le choix de vie s'il doit aller dans une maison médicalisée, etc. Et en fait, il est mis en œuvre. Il n'est pas forcément mis en œuvre, il est mis en œuvre dès lors qu'on constate qu'il y a une incapacité. Et pour ce faire, il faut faire appel à un médecin qui est inscrit sur les registres du tribunal, qui va établir un certificat médical et sur présentation du mandat qui a été organisé du vivant de la personne dirigeante,
il sera mis automatiquement par un sceau, enfin par un tampon auprès du greffe, et il sera mis en œuvre, et donc le mandataire pourra agir vite et rapidement. Voilà, et il est possible aussi il est même possible de nommer un contrôleur de gestion, et il y a quand même évidemment un contrôle qui est établi sur la gestion effectuée par le mandataire, il doit rendre compte de sa gestion annuellement au notaire qui a établi le mandat de protection futur, qui doit vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui dérape, sinon il devra saisir le procureur. Alors, très rapidement, le risque du divorce du dirigeant, en fait, ce que j'ai voulu vous mettre en avant, c'est surtout le dirigeant qui ne s'est pas protégé, qui n'a pas qui n'a pas fait de contrat de mariage et qui est marié sous la communauté légale. Donc, imaginons un dirigeant d'entreprise marié sans contrat, donc sous la communauté, réduite aux acquis, qui crée son entreprise sous la forme sociétaire pendant son union, et qui divorce et qui a pour unique actif son entreprise. Alors, voici les impacts pour le dirigeant commun en bien en instance de divorce. Il faut distinguer s'il détient ses titres sociaux en SARL, SCI, ce qu'on appelle les titres sociaux non négociables, des titres sociaux négociables du style SA ou SAS. Alors, pour les titres non négociables, on fait la distinction entre le titre et la finance. Autrement dit, le titre d'associé est propre à l'époux apporteur. Il y a seul, donc c'est lui qui est titré, qui est associé. En revanche, la valeur patrimoniale des titres tombe dans la communauté. Alors, ça veut dire que pendant le mariage, ces titres ils sont soumis au principe ce qu'on appelle de cogestion, ce qui signifie que la cession ou la donation de parts sociales communes nécessite toujours l'accord du conjoint, même s'il n'est pas associé, sous peine de nullité. Lorsque la communauté elle est dissoute lors de la période post-communautaire, la donne évidemment change et les titres non négociables ne sont plus soumis aux règles de l'unanimité, ce qui permet aux dirigeants d'exercer seul le droit de vote, de percevoir les dividendes et de céder les parts ou les donner seuls. C'est la période où il est en train de divorcer en fait. Et au moment du partage, si un bénéfice a été distribué entre la dissolution et le partage, dans la mesure où il peut recevoir seul les distributions de dividendes, il devra être pris en compte dans le partage de la communauté. Donc il faudra rétablir cette valeur. Et en contrepartie de l'attribution des titres sociaux que lui récupère, le dirigeant associé nécessairement, il devra payer ce qu'on appelle une indemnisation, une soulte à son conjoint de la valeur de la moitié de la société. Donc il faut l'anticiper et c'est un véritable risque. Donc une société créée avant le mariage demeure propre, d'accord ? Ça, je voulais quand même vous le rappeler. Si elle est créée avant le mariage, elle reste propre. Donc, il n'y a pas de communauté à intégrer dans la valeur de la société. En revanche, les bénéfices... Donc ça veut dire que, tous les bénéfices qui sont réservés et qui ont été mis en réserve ne font pas partie de la communauté puisqu'ils accroissent, ils constituent l'enrichissement de la société et ce n'est pas sorti sous forme de dividendes. En revanche, tout ce qui est distribué, c'est commun, puisque en régime de communauté, tous les revenus du fruit du travail, dont les dividendes votés, sortis, sont communs. Voilà, donc je tenais à attirer votre attention sur ce sujet, puisque ça peut créer de temps en temps des mauvaises surprises. Notamment avec ces parts de sociétés non négociables. En s'agissant de titres négociables, donc les actions en fait concrètement, alors là on est complètement dans une logique inverse. Les titres négociables ne sont pas soumis au principe de cogestion, c'est-à-dire que pendant le mariage, en fait, le dirigeant il fait ce qu'il veut, il n'a pas besoin de demander l'accord pour céder, pour vendre de son conjoint. En revanche, quand il est dans la période post-communautaire, là, il est soumis à nouveau à l'unanimité. Donc, vous voyez, à l'époque, au moment où il y a un conflit, là, ça va devenir compliqué pour prendre des décisions par rapport au titre. Et pareil, risque de ce régime, donc faire très attention. Le partage, au moment où il faut réaliser le partage avec le conjoint du dirigeant, donc le partage des natures en action, il faut faire attention parce que le conjoint pourrait revendiquer en nature
les actions de l'entreprise. Alors, on voit hein, dans les conflits que parfois, pour embêter l'autre, ça peut être une bonne source de conflit. Alors, évidemment, tout ça, c'est pas sans aménagement possible. Hein. Il y a les statuts qui permettent toujours les clauses d'agrément qui permettent d'éviter l'entrée du conjoint, notamment pour protéger la société. Et également, il y a un dispositif qui permet de protéger le chef d'entreprise pour éviter d'attribuer les titres à son conjoint. C'est l'attribution préférentielle. Ça, c'est un dispositif légal qui permet aux dirigeants d'entreprise de récupérer toute son entreprise. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard.